Salut tout le monde et bienvenue pour l'analyse du pay-per-view Night of Champions qui a eu lieu donc dans la nuit du 20 au 21, donc dans la nuit du dimanche au lundi. J'ai pas le lieu de l'arène, j'ai pas le nom du theme song, on s'en fout, c'est pas important. Donc au niveau des statistiques, Night of Champions 2014 est le pire pay-per-view que j'ai pu noter sur les désormais 34 analyses de pay-per-view que je vous ai faites. Je l'avais noté à 6,5 sur 10. Il a la 34e, voire même 35e place, je vais pas en dire plus, vu qu'il y a No Mercy qui va arriver d'ici 2 mois, donc dans un hardcore flashback pour le mois de novembre. Et en fait, j'avais quelques a priori par rapport à celui-là. Je me suis dit, si Night of Champions 2014, il n'y avait pas une carte non plus si mauvaise que ça, a été si catastrophique, qu'est-ce que ça va donner celui-là? Est-ce qu'on n'a peut-être pas trop d'attentes? Et est-ce qu'on va pas finir par être déçu? Cependant, ça n'a pas été le cas, je vais vous dire la note finale en fin de vidéo. Cependant, je peux quand même vous dire qu'elle a la 12e place sur 34, ce qui en fait un pay-per-view quand même très bon, selon bien sûr mon système de notation. Donc, faut savoir que si Night of Champions 2015 est 12e, des pay-per-view comme Elimination Chamber, Money in the Bank et Payback 2015 ont la place 20 à 22. Donc quand même, c'est un pay-per-view qui sort du lot et pour moi, c'est le 4e meilleur de l'année, juste derrière WrestleMania, SummerSlam et Battleground. Donc on a un enchaînement de 3 pay-per-view, à mon sens, plutôt très appréciable. Voilà. Donc le premier match de la soirée, c'était Ryback qui défendait son titre intercontinental contre Kevin Owens. J'ai marqué que le match était bon, un peu court tout de même, je crois qu'il fait tout juste pas 10 minutes. Et c'est là en fait, je vais de nouveau me réexpliquer pour les gens qui ne me connaissent pas comment je fonctionne. Je fonctionne de façon objective, donc en me basant sur des critères, et aussi subjectivement en me basant sur mes propres émotions. Le côté subjectif compte plus pour moi, parce que plus tard, je vais pas me souvenir forcément, je sais pas que Ryback Owens aurait pu donner un très bon match. Je vais plutôt me souvenir des émotions que j'ai ressenties au travers de ce match-là. Donc c'est justement pourquoi j'accorde aussi beaucoup d'importance à tout ce qui est subjectif. Maintenant, au niveau de l'opener, c'est un moment dans le pay-per-view, comme le main event, qui a une grande importance. Il faut savoir que je dors avant de regarder le pay-per-view, je regarde sur AB1, donc à 2h10, donc je dors avant, donc je me réveille, donc je suis crevé. Et l'opener, pour moi, a un sens quand même assez symbolique, il faut qu'il me réveille. Là, ça n'a pas été le cas, surtout que j'avais énormément d'attentes pour ce match-là, donc franchement, n'ayez jamais beaucoup trop d'attentes pour un match. Ça n'a clairement pas atteint, à mon sens, les plusieurs Kevin Owens contre John Cena. Donc oui, j'avais trop d'attentes par rapport à ce match-là, c'est de ma faute, hein, c'est pas de la faute de la WWE, ni des deux lutteurs, parce que ça reste, à mon sens, de lutteurs très bons, très doués, très talentueux. Donc je me suis mis trop d'attentes par rapport à ce match-là et je suis déçu alors que le match n'est de loin pas mauvais, on est bien d'accord. Mais en attendant, le match, c'est je pense le match que j'attendais le plus de la soirée en termes au niveau in-ring, niveau technique, niveau talent sur le ring. Et finalement, c'est le match que j'aurais le moins bien noté du pay-per-view. Voilà. Maintenant, au niveau de ma note, j'ai mis 6,5 sur 10, ce qui n'est pas un mauvais match en soi. Il avait quand même la capacité d'avoir un 8, voire même un 8,5 selon moi. Ça n'a pas été le cas, ma foi. Voilà, j'ai pas été emballé. C'est toujours comme ça avec l'opener. En règle générale, si le deuxième match est comme ça, je devrais arrêter la télé et aller me recoucher. Là, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, j'avais beaucoup plus d'attentes par rapport à ce match-là. Et je suis déçu, malgré le fait qu'ils aient fait un bon match quand même. Pour un Raw, ça aurait été un très bon match, mais déjà le fait qu'il soit trop court, ça me dérange. Et puis bon, c'est la plupart le cas pour tous les matchs de ce pay-per-view, c'est qu'on n'a pas de match mauvais, mais on n'a pas de match non plus énormément bon. J'ai pas souvenir de spot incroyable. Celui qui me vient en tête en premier, je sais pas pourquoi c'est celui-là, c'est la blessure de Singh, je reviendrai plus tard, et le splash de Biggie sur Devon, non c'était Bob Harris, Dudley. Donc voilà, c'est vraiment deux spots que je mets en avant, mais c'est pas non plus ouf. Et bien sûr la fin du main event, mais ça je reviendrai plus tard. Mais en termes de qualité in-ring, j'ai pas non plus beaucoup de choses en tête. Donc il y a un point faible qui est pas vraiment de spot majeur. Il y a un point fort qui est qu'aucun match n'est mauvais durant ce pay-per-view. Donc voilà, on n'a pas un pay-per-view super génial, mais on n'a pas un pay-per-view super mauvais non plus. Ensuite, le deuxième match, Dolph Ziggler affrontait Rusev. Donc, j'ai souvenir d'un match qui était potable à SummerSlam, mais qui était entaché par une fin assez dégueulasse. Donc, le double décompte à l'extérieur.
Juste une petite parenthèse, Rousseff n'est juste pas du tout crédible quand il s'énerve. Je sais pas si vous vous souvenez, au bout d'un moment Rousseff fait le compte, enfin fait un tombé final, il croit qu'il a eu le compte de 3 alors qu'au final l'arbitre n'avait compté que jusqu'à 2. Et quand il se rend compte qu'il n'a pas remporté les matchs, il s'énerve et il va taper dans les cordes. Mon Dieu, je pense que même ma grand-mère quand elle s'énerve, elle est plus crédible et elle fait plus peur que Rousseff. Voilà, c'est petite parenthèse à part. Concernant le match en lui-même, ce match est plus appréciable que le premier. Forcément, Rousseff Ziggler, j'avais beaucoup moins d'attentes. D'ailleurs, c'était le match que j'attendais le moins de la soirée. Qu'un Ryback Kevin Owens, que j'attendais beaucoup. Donc finalement, les notes sont inversées. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai rigolé avant, mais je me suis dit, Jordan, est-ce que tu ne devrais pas aller te recoucher et regarder de nouveau l'intégralité du show, du pay-per-view, le lendemain matin? Je me suis dit, à partir du moment où je note mieux Ziggler Rousseff que Kevin Owens contre Ryback, c'est que à mon sens, c'est un problème. Finalement, pas tant que ça, parce que, en me souvenant, comme je l'ai dit, celui de SummerSlam est potable. Celui-là est clairement au-dessus, à mon sens, que leur match à SummerSlam. Il est étonnamment bon. Rousseff est hyper crédible à côté de ça, pour son niveau in-ring. Le rythme est très soutenu. Le finish est un petit peu différent avec ce Murray qui va utiliser ses talons pour frapper Rousseff sans le faire exprès. Voilà, le seul défaut que je peux noter à cette rivalité, c'est que leurs matchs en pay-per-view ne débouchent jamais à une progression de leur rivalité. Donc je ne vais pas m'étendre plus sur ce match-là. Pour moi, ça reste du bon. J'aurais préféré voir ce match-là en opener et avoir peut-être un meilleur match, ou alors un match où je suis plus réceptif, bref, vous m'avez compris. Donc pour le Ryback Kevin Owens, c'est pour ça que j'ai mis 7,5 là. Il est meilleur que Owens Ryback, j'ai presque un peu honte de le dire, mais c'est mon ressenti encore une fois. Je fonctionne aux émotions. Troisième match, les New Day défendaient leur titre par équipe contre les Dudley Boys. Alors première chose à noter, c'est quoi les cheveux rouges de Xavier Woods? C'est juste dégueulasse. À côté de ça, concernant le match, on a un match qui est très rythmé. C'est pas le meilleur match par équipe qu'on ait eu cette année en pay-per-view, de loin pas. Celui de SummerSlam était largement meilleur selon moi. Après, il y avait 4 équipes, ça fait que le rythme était quand même encore beaucoup plus soutenu que celui-là. On peut pas vraiment faire la comparaison entre les deux. Qu'est-ce qu'on peut dire à côté de ça? Que le New Day rocks, voilà. J'avais vraiment envie, c'est la même chose que Mathieu de Anaconda Vice. J'ai rien contre les Dudley Boys, mais on peut pas faire les hypocrites. Je m'explique, j'aimerais bien les voir champions, ça c'est clair. Mais on a des jeunes comme le New Day qui sont en train de faire leurs preuves et qui marchent. Franchement, là, leur popularité ne cesse de grandir. C'est pareil pour moi. Je les aime de plus en plus, que ce soit au niveau in-ring ou au niveau de leur gimmick. Pourtant, on était très mal barrés. Mais non, on serait hypocrite de vouloir dire j'ai envie de voir les Dudley Boys gagner les titres, en sachant que je crois que la plupart des personnes se sont plaints que le Rock fasse son retour donc en 2012, annonce un match contre Punk pour le Royal Rumble 2013, pardon, et qu'il le remporte. On était les premiers à se plaindre. Je crois qu'il y a, mis à part les fans du Rock, je crois que tout le monde s'est plaint de ça. Et c'est pareil avec Batista qui revient en 2014 pour gagner le Royal Rumble. On ne pouvait pas dire que les Dudley devaient battre le New Day pour les titres par équipe. Ce serait, pour moi en tout cas, vu que je me suis plaint des deux situations précédentes, pardon, je pouvais pas me plaindre de la victoire des New Day, surtout que je les adore, mais ça aurait été super hypocrite de ma part. Donc je l'ai pas fait, et encore heureux, sinon je pense que vous auriez été les premiers à me clasher. Voilà. Sinon, au niveau de l'ambiance, c'est parfait. On a les Dudley Boys qui sont aimés comme jamais du fait que ce soit des vétérans et qu'ils ont déjà fait leurs preuves. À côté de ça, on a les New Day qui gagnent en popularité, ou alors à l'inverse, ils se font de plus en plus hués par certains. Donc niveau ambiance, c'est parfait. Avant de passer au quatrième match, je vais juste annoncer ma note. J'ai mis 7,5 comme le Ziggler Rousseff. Quatrième match, Nikki Bella défendait son titre des Divas contre Charlotte. Et franchement, il y a eu des matchs bien meilleurs selon moi au niveau impressionnant, spot majeur au niveau des divas. Je vais pas dire cette année, mais on a eu des Paige Jay Lee l'année passée. Je vais pas non plus le sous-estimer, mais ce match-là pour moi est juste très bon, très bon du fait qu'il est différent des autres. Pourquoi? Parce que Charlotte se blesse en dehors du ring au tout début de match. Alors, est-ce que c'est un work ou pas? Est-ce que c'était écrit sur le scénario ou est-ce que la blessure est réelle? Ça, j'en sais rien, mais n'empêche que ça a amené une dynamique au match qui était juste très plaisante. Ça a fait que le match était très différent et on se retrouve avec une Nikki Bella que j'adore. Alors franchement, je vais vous dire, je ne suis pas, je ne fais pas partie de ces gars qui adorent et qui sont fans de Nikki Bella. Au contraire, je la trouve assez fade sur un ring, même si elle a fait beaucoup d'efforts en un an. Non, mais là, Nikki Bella, elle se trouve dans un domaine qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire la technicité.
En plus, le match était hyper bien construit. Franchement, du début à la fin, pour moi, c'est en guillemets un petit bijou pour dire que c'est un match féminin dans le main roster. Pour moi, c'est un petit bijou. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve donc avec Charlotte, qui est la fille de Ric Flair, se faire dominer et se faire cibler sa blessure donc au genou gauche par Nikki Bella. Donc on a un petit peu un... comme si c'était Ric Flair qui se retournait contre sa fille. Ric Flair, il faisait souvent ça. Dans ses belles années de lutteur. Donc il s'attaquait, il ciblait un endroit précis du corps de son adversaire. Et là, c'est Nikki Bella qui le fait sur la fille de Ric Flair. Donc déjà ça, c'est quand même assez appréciable de le voir. Et en plus, voir Nikki Bella faire ça, je la trouve très très crédible. Autant je la trouve crédible quand elle utilisait son coup de poing ou son rack attack. Mais là, au niveau technique, au niveau soumission ou cibler des endroits précis du corps pour faire plus mal à son adversaire, je trouve Nikki Bella très très crédible. Alors je pense que c'est la première fois que je lui fais des compliments depuis un très très bon moment. Il faut savoir que j'étais fan des Bella Twins, mais bien avant qu'elle fasse le retour, avant qu'elle parte, juste avant leur rivalité contre Karma, j'aimais beaucoup. Là, j'avais perdu un peu cette envie de les voir lutter. Et Nikki Bella a réussi à me faire envie, sans vilain jeu de mots, dans son dernier match en tant que championne. Donc c'est quand même assez ironique. Pour moi, le match est très très bon. Je crois que j'ai mis 8 sur 10. Franchement, des matchs comme ça, à voir un peu plus souvent dans le main roster, même si c'est pas le type de match que je préfère. Par exemple, un Bayley Sasha Banks ou un Sasha Banks Becky Lynch à NXT est bien plus appréciable. Mais dans un tout autre registre, je trouve que ce match est très très bon selon moi. Ensuite, cinquième match, Family contre Family. Donc, la Wyatt Family contre Dean Ambrose, Roman Reigns et l'invité surprise Chris Jericho. Donc avant toute chose, je vais déjà vous annoncer que je suis très très content que ce soit Chris Jericho et pas le Rock. J'avais quand même des doutes que ce soit le Rock qui vienne et je peux vous assurer que si le Rock était là, le Rock aurait fait le tombé final sur Braun Strowman, ce qui aurait cassé totalement le truc. Non, je suis quand même très très content. Et puis, franchement, au niveau crédibilité, pour moi, seuls deux lutteurs pouvaient se permettre d'être à cette place. Soit Eric Rowan, qui aurait été le plus crédible, mais faire tant de teasing pour Eric Rowan, pardon, ça n'avait pas lieu d'être. Je suis d'accord, Eric Rowan, j'apprécie beaucoup, moins que Luke Harper, mais j'apprécie quand même. Mais faire autant de teasing pour un mec qui n'a jamais eu de titre à la WWE, il n'y a pas que le palmarès qui compte, mais il n'a pas accompli de grandes choses en solo, par exemple, au contraire de Luke Harper qui a au moins eu un titre intercontinental. Faire autant de teasing pour lui, ça aurait pas du tout été crédible, il y a un truc qui clochait. Et le deuxième, c'est Chris Jericho. Pourquoi Chris Jericho? Je pense que certains vont pas être d'accord avec moi. Certains vont plutôt se dire pourquoi faire revenir Chris Jericho donc dans sa rivalité contre Bray Wyatt plus d'un an et demi après. Et moi je vais vous répondre, ils ont bien fait pareil avec l'Undertaker après sa défaite à WrestleMania 30. Donc pour moi il n'y a rien qui choque. S'ils le font avec l'Undertaker, ils peuvent très bien le faire avec Chris Jericho. Il n'a pas vraiment de lien avec Reigns et Ambrose, mais il a quand même un lien, même si c'est un peu lointain maintenant, avec la Wyatt Family. Donc pour moi ça reste crédible. Maintenant au niveau du match, on a un match plutôt agréable à regarder. Je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais un peu à plus. Mais voilà, il reste potable. J'ai juste envie de mettre un spot en avant. C'est les Superman Punch donc de Roman Reigns sur Braun Strowman, donc de Black Chip. Qui m'a fait étrangement rappeler le match entre Reigns et Lesnar à WrestleMania 31. On retrouve un petit peu ce schéma de match qu'on a eu donc à WrestleMania 31. Après, de là à comparer Lesnar à Strowman, je pense que c'est un petit peu exagéré, mais j'ai trouvé le clin d'œil plutôt appréciable et plutôt sympa. Et puis le schéma du match, c'est quand même assez intéressant de noter que moi je voyais clairement les Faces gagner, surtout en voyant le déroulement du match. La Wyatt Family est clairement mise en avant durant tout le match. Quand on voit certains lutteurs qui sont sur le ring, il y a toujours les deux hommes légaux, donc par exemple Bray Wyatt et Dean Ambrose. Et Dean Ambrose est seul sur le ring, on va dire que Jericho et Reigns sont KO à l'extérieur, tandis que au contraire, Harper et Strowman sont là, prêts à faire le tag avec Bray Wyatt si jamais il a un problème. Donc le match est quand même clairement ciblé et mis en avant pour la Wyatt Family. Donc ça laissait présager une victoire des Faces, finalement, qui n'a pas été le cas. Ensuite, petite déception par rapport à Braun Strowman, qui n'a pas vraiment, c'est pas sa faute, mais il n'a pas eu le temps de montrer ce qu'il savait faire. Donc j'attends de le voir un peu plus dans d'autres matchs. Sinon, pas grand chose à dire, j'ai mis 8 sur 10 encore une fois. Sixième match, Seth Rollins affrontait John Cena donc pour le titre des États-Unis. Et quel match! Pour moi, c'est le match de la soirée, même si pour moi, en termes d'intensité, il n'atteint pas leur match à SummerSlam. Il n'y a pas aussi le titre mondial en jeu. Avant, à SummerSlam, on avait les deux titres qui étaient en jeu, donc plus de suspense. Le résultat est logique, John Cena devait récupérer son titre US. Le symbole était intéressant, était sympa de voir un mec avec les deux titres pour la première fois, mais il fallait reséparer les titres parce qu'on a plus que 4 titres masculins. Si on avait plus que 3, ça aurait cloché. Et Cena est vraiment le prétendant logique à être champion. Et j'attends de voir un passage de flambeau avec Cesaro ou Neville.
Donc j'espère vraiment qu'un des deux reprendra le titre assez rapidement, peut-être pas forcément dans les semaines à venir, mais on peut imaginer ça par exemple au Survivor Series, ça pourrait être intéressant. Concernant le match, je vais pas dire grand chose, il est très très bon in-ring, il y a un très bon rythme, franchement c'est du Cena quoi. Et du Rollins bien sûr, hein, je vais pas Rollins de côté, mais je vais encore en parler dans le prochain match. Rollins a fait un excellent pay-per-view à mon sens, mais j'aimerais quand même mettre une chose en avant, c'est le 10e pay-per-view de l'année. Et je vous dis, à chaque fois, ce match-là est le match du pay-per-view, ce match-là est le meilleur match du pay-per-view. Donc, logiquement, on a 10 matchs qui ressortent du lot cette année parce qu'il y a 10 pay-per-view. Et j'ai fait le calcul, sur ces 10 matchs, il y en a 9 où il y a John Cena. C'est pas un hasard. Le seul pay-per-view où Cena n'est pas mis en avant, en guillemets, dans le match de la soirée pour moi, c'est à SummerSlam, parce que certains m'ont contredit, mais le match par équipe était juste très très bon. Mais le match entre Cena et Rollins, c'était quand même fucking bon. Je suis désolé de le dire. Cena, depuis le début de l'année, il m'enchante. Ce gars, je suis de loin pas fan de John Cena, de loin pas, hein. J'ai jamais vraiment aimé John Cena, mais il est en train de nous réaliser une année 2015 de très très haut level selon moi. Franchement, il faut le reconnaître, Cena, c'est du lourd. Autant Rollins, pour moi, est le numéro 1, que Cena le talonne vraiment de pas très très loin. Je veux dire, les deux là, c'est du bon cette année et j'espère que ça continuera pour les prochaines années. Concernant la note du pay-per-view, j'ai mis 9 sur 10. Et enfin, le main event, Seth Rollins défendait donc son titre poids lourd contre Sting après que Cena l'ait ramené sur le ring après un attitude adjustment sur le sol en dehors du ring. J'ai pas vraiment bien aimé cet après-match là, c'est pour ça que je n'ai pas parlé avant. Donc je le répète, Rollins nous a fait un pay-per-view quand même assez magnifique avec ses 2 matchs, presque 3. Ce match là est clairement moins bon que le premier, donc celui avec Cena. La faute à la blessure de Sting, là je pense que ce n'est pas un work. Et ce n'est pas non plus de la faute de Seth Rollins pour tous les rageux qui accusent et qui montent du doigt Seth Rollins. Ça arrive à tout le monde, c'est vrai qu'il a cassé le nez de Cena il n'y a encore pas si longtemps que ça. Et là, ben, il a un petit peu malmené Sting, mais voilà, c'est pas vraiment de sa faute, ce sont des choses qui peuvent arriver. Voilà, donc je pense, et enfin à mon sens, je pense que le match aurait dû durer un peu plus longtemps avec une autre fin qu'un petit paquet. C'est ça un peu qui m'énerve, mais je peux pas vraiment le pénaliser. Sting devait peut-être arrêter le match plus rapidement si jamais il y avait des complications. Donc ils ont terminé sur quelque chose qui puisse ne pas trop le décrédibiliser à Pedigree. Sérieusement, après sa défaite contre Triple H, ça aurait pas été crédible du tout et ça l'aurait définitivement enterré. Donc un petit paquet là, je trouve que c'est même plus propice qu'un tombé à proprement dit clean, propre, en ordre, sans discussion. Concernant le match, il y a un très très bon rythme également. Je trouve que Sting l'a toujours, Sting still got it. You still got it, comme dirait le public. Vraiment, Sting a toujours le truc, mais il se fait vieux. Et après, on a des choses comme ça. Il est plus apte à avoir des petits coups comme il l'a reçu lors de ce match, pardon. Mais il sait toujours lutter, c'est pas un problème. Il l'a prouvé encore une fois ce soir. On peut pas le critiquer. Franchement, le mec, pardon, a réalisé un match quand même assez badass pour son âge. Franchement, j'aimerais bien avoir une condition physique comme lui lorsque j'aurai son âge. Franchement, je ne dis pas non. Après 2 matchs de défaite, si on compte pas son match contre le Big Show à Raw il y a quelques semaines, voilà. Et puis l'après-match, que dire de l'après-match? Je m'attendais à ce que Sheamus arrive. J'étais sûr qu'il allait cacher. Pour moi, c'était la fin de Rollins. Pour moi, c'était juste crédible, Night of Champions. C'est pour moi un très très bon pay-per-view pour pouvoir cacher sa mallette. Ça va avec le thème. Et quoi? Kane fait son grand retour, masqué. Et là, pour moi, il y a problème. Pourquoi? Parce que de toute façon, là maintenant, on va se retrouver avec un match triple menace, je pense, à Hell in a Cell, donc entre Sheamus, Rollins et Kane. Kane ayant attaqué d'abord Rollins, puis Sheamus, et après a fait un tombstone, comme vous l'avez vu, sur Rollins. Moi, ce qui me dérange, c'est que Kane revient masqué. C'est une très bonne chose. Mais contre un heel, Kane, il est très très bien masqué face quand il était avec Daniel Bryan. Mais pour moi, ça doit devenir un destructeur, un mec sans pitié. Et un mec sans pitié face, ça bloque quoi. Imaginons qu'on a vraiment un match triple menace à Hell in a Cell. On peut pas avoir 3 heals. Pour moi, on n'a jamais vu ça. C'est possible, mais ça casserait un petit peu quelque chose pour moi. Et donc, est-ce qu'on peut dire que Rollins va sur un face turn, ou est-ce qu'on peut dire que Kane a fait son retour en tant que face? Ou alors est-ce qu'on peut même dire qu'il n'y a plus de statut de face ou de heel après ce match-là? Voilà, c'est ma question pour vous, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Concernant ce match-là, j'ai quand même mis 9 sur 10, j'ai pas pénalisé ce qui s'est passé avec Sting. Au contraire, je mets un petit plus d'encouragement parce que franchement, il faut du courage pour se ramener sur un ring à son âge et faire ce qu'il a fait, donc un grand respect. Et voilà, la note finale du pay-per-view se monte à 7,9 sur 10.
Il avait le potentiel pour arriver à 8, malheureusement il a 7,9 sur 10, ce qui en fait, comme j'ai dit, le quatrième pay-per-view de l'année selon moi. Donc ça reste un très très bon pay-per-view, hein, sans grande chose, mais sans mauvaise chose non plus. Pour moi, je suis quand même assez satisfait de ce pay-per-view là. Je sais que Mathieu Brioul, donc Dianaconda Vice, ça n'est pas du tout le cas pour lui. Il va trash talk le pay-per-view. Donc n'hésitez pas à aller regarder sa vidéo sur sa chaîne. Nous concernant, un concours devrait arriver courant de la semaine et une vidéo annonce en fin de semaine aussi. Donc n'hésitez pas à être attentif au niveau de ma chaîne. Et on se retrouve donc tout bientôt avec le tournoi le 1er octobre, pardon, qui s'annonce quand même plutôt pas mal. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt.